Bien sûr, le chat est disponible pour toute question, pour toute remarque. Nous vous répondrons, nous les transmettrons aux intervenants. Je ne me suis pas présenté, je suis Dominique Dassault du Graphie, chargé de mission au Graphie, et j'animerai, enfin, Lila Santa Loïs, chargé de mission à Chantier École, et moi-même animerons ce webinaire. Pour revenir à tout ce qui est intervention, participation, nous avons prévu de laisser une dizaine de minutes à la fin pour permettre à tout le monde de pouvoir poser ses questions. Et bien entendu, après chaque intervention des invités, nous leur relayerons vos remarques, vos questions qui auront été inscrites dans le chat. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous interpeller, à participer par ce biais-là. Voilà. Et bien entendu, il y a un support qui est prévu, que je vous encourage à suivre aussi en appui de l'intervention de chacun. Est-ce que, Lila, tu penses que c'est bon là ou on attend encore un peu? Oui, c'est bon. Est-ce que toi, tu arrives à voir les personnes qui sont en salle d'attente? Oui. Ok, et bon, je te laisserai du coup les admettre. Ok, ça marche. Ça marche. Est-ce que tu enregistres là? Très bien. Ouais. Donc, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui s'intitule donc l'IAE et le numérique, présentation, enjeux et perspectives de la filière en Île-de-France. Je viens de faire un point technique avec un peu toutes les choses à savoir avant de commencer. Donc maintenant, peut-être un point de cadrage sur ce webinaire. L'événement qu'on organise aujourd'hui fait partie du cycle de webinaires sur les filières inclusives en Île-de-France que le Graphie organise et qui vont s'échelonner sur toute l'année 2021. Vous voyez sur le slide suivant l'ensemble de ces webinaires. Il y en a déjà eu, je sais que certains d'entre vous ont participé au précédent webinaire sur la filière textile de janvier. Bon, il y en aura donc sur l'agriculture et l'alimentation et l'économie circulaire et la filière cycle et vélo à des dates à déterminer pour les deux derniers. Pour poursuivre sur ce cadrage, comment expliquer la volonté du Graphie d'organiser un webinaire sur les filières inclusives? Excusez-moi. On rappelle Ergan. Est-ce que vous pouvez penser à couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Donc, un double constat pour expliquer ce cycle de webinaire sur les filières inclusives, à la fois le constat d'une diversité croissante de l'activité des structures d'insertion et des fois d'un manque de connaissances, que ce soit de la part des partenaires extérieurs à l'IAE, mais aussi à l'intérieur même de l'IAE, de ces enjeux, de cette diversité des secteurs d'activité investis par les structures d'insertion. Donc, pour poursuivre sur le constat, un constat qui peut être simple en apparence, c'est-à-dire on peut constater qu'en apparence, l'IAE francilienne est assez homogène, dans le sens où on remarque 4 grands secteurs d'activité qui se détachent, investis par les SIAE: le BTP, le nettoyage, les espaces verts et les services aux personnes, qui représentent tout de même les 2/3 des heures travaillées par les salariés en insertion. Une homogénéité de l'IAE francilienne qui est apparente seulement parce qu'au-delà de ces chiffres, on voit une réelle capacité d'innovation des CIAE dans un nombre croissant de nouveaux secteurs que sont donc secteurs, on l'a vu avec le contexte d'aujourd'hui, le secteur sanitaire et médico-social, le secteur informatique ou numérique, comme nous allons le voir aujourd'hui, mais aussi des métiers de la bouche, de l'événementiel. Nous, Graphie, dans ce contexte-là, qu'est-ce que nous proposons? C'est, bien sûr, nous n'avons pas la prétention d'apprendre aux structures d'insertion à innover, mais notre utilité d'Interréseau, c'est de les appuyer
dans ces initiatives, en complémentarité avec ce qui se fait déjà par les réseaux partenaires et par les acteurs du secteur, sans compter les acteurs publics également. Donc nous, ce qu'on peut apporter très rapidement, c'est aider à la structuration des filières inclusives pour faciliter les échanges entre SIE, notamment d'une même filière. C'est ce que ma collègue Lila propose, notamment dans le cadre de l'animation de ce collectif des structures du numérique qu'elle vous présentera. C'est la promotion des filières de l'IE francilienne auprès de la communauté des structures et auprès des entreprises et des secteurs concernés. Et enfin, c'est donner à voir aux structures de l'IAE les possibilités de diversifier, voire de réorienter leurs activités pour celles qui le veulent. Hein. C'est important de préciser qu'il n'y a il n'y a aucune volonté de la part du graphique de prescription de dire il faut diversifier son activité, mais voilà, nous, ce que nous nous attachons à faire dans le cadre de ces webinaires, c'est de présenter les possibilités qui existent à ce sujet, notamment au regard du fait qu'il y a certains avantages, certains points positifs, on va dire, à diversifier son activité, à réorienter son activité des fois. Ça peut être comment dire, d'offrir un accès à des emplois potentiels variés pour les salariés en insertion. Diversifier son activité, ça peut aussi résulter d'une adaptation de la structure à son environnement économique. Et donc, ça peut donner davantage de possibilités de développement et consolider donc consolider son modèle socio-économique. Et enfin, ça peut également permettre à la structure d'insérer des publics différents, d'ouvrir potentiellement l'accès de l'IAE, de son offre au public spécifique, voilà, aux jeunes, aux seniors, par exemple. Pour poursuivre là-dessus, le graphique cherche également à faciliter, donc ça rejoint un peu ce que je disais au préalable, la coopération entre les CE de même secteur et à favoriser également les passerelles entre les structures d'insertion et les acteurs du secteur. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons aborder plusieurs enjeux, plusieurs sujets dont les enjeux ont émergé certains depuis longtemps, d'autres étant redécouverts à l'épreuve de la crise actuelle, d'autres encore étant émergents. C'est là, bon, pour ceux, la lutte, c'est notamment la lutte contre la fracture numérique et comment les SIE prennent leur part dans celle-ci. Dans ce cadre-là, Lila pourra vous apporter sa vision, je dirais, macro des choses, en tout cas au niveau francilien, en nous présentant la mobilisation de l'IAE sur le secteur et son actualisation à l'épreuve de la crise Covid. Et donc, ça fera l'objet de la première partie de ce programme, qui est la présentation de l'action filière numérique IAE. Ensuite, il y aura, en suivant le témoignage d'Emmanuel Saunier, directeur de l'ACI parisien D2L, autour de la médiation numérique et de l'IAE. En effet, il faut bien avoir à l'esprit que, bien entendu, c'est un peu une évidence ce que je vais dire, mais le numérique n'est pas un secteur clos, il est présent partout. Donc, dans ce cadre, la médiation numérique est un enjeu plus que prégnant, c'est-à-dire le fait de développer la culture numérique de tous pour pouvoir agir dans la société numérique. Enfin, ensuite, il y aura deux structures spécialisées dans le tout numérique qui viendront, dans des activités numériques qui viendront présenter les opportunités du numérique en termes de développement. Une structure d'insertion en présence de Stéphanie Hurel, donc directrice d'Agua, qui est une association porteuse d'ACI, et une scope porteuse d'une entreprise d'insertion, Reprotechnique, représentée par Hélène Salon, donc sa directrice commerciale. Et enfin, Anouk Guérin, chargée de mission RSE à SNCF Réseau, clôturera l'exercice en nous présentant un partenariat entreprise, un exemple de partenariat entreprise, donc SNCF Réseau, et SIAE du numérique. Je passe maintenant la parole à Lila pour la première partie, et encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos remarques, vos demandes, vos questions dans le chat qui est présent. Merci.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui pour la présentation de cette filière numérique. Quelques mots d'abord sur Chantier École Île-de-France. Chantier École Île-de-France, c'est donc le réseau des entreprises sociales apprenantes en Île-de-France. Et à ce titre, on rassemble également des structures qui portent des chantiers d'insertion. Moi, du coup, je travaille pour ce réseau et nous faisons partie donc, du GRAFI, qui va regrouper les réseaux franciliens de l'insertion. Et à ce titre, nous portons du coup le groupe de travail sur les CAE du numérique, dont je vous ferai l'historique. Tout d'abord, ouais. La filière du numérique, elle est très présente en Île-de-France. Comme vous pouvez le voir sur la carte, elle agit à peu près sur tous les départements. Alors, on n'a pas eu le temps d'ajouter Repro-Technique, mais en tout cas, Repro-Technique est passé dans les Yvelines. Vous aurez la présentation tout à l'heure. Donc, on compte environ une dizaine de SIAE du numérique en Île-de-France. Et les activités vont aller du reconditionnement de matériel informatique à du codage ou bien du contenu digital. Donc, cette carte, par exemple, est réalisée par Permis de vivre la ville, qui est une SIAE du numérique. On vous présentera également les vidéos réalisées par Permis de vivre la ville. Et donc, dans cet écosystème des SIAE du numérique, on va compter environ 7 chantiers d'insertion et 3 entreprises d'insertion qui vont du coup constituer ce groupe de travail numérique. Pour l'historique, en fait, l'idée est venue à partir de 2015. Depuis les débuts des années 2000, on constatait qu'il y avait une création de plus en plus élevée de chantiers d'insertion numérique. Emmanuel Saunier nous expliquera un petit peu son historique tout à l'heure, puisque ça a été la première structure à créer un chantier d'insertion avec des activités numériques. Et donc, du coup, en 2015, l'idée a été de regrouper toutes ces structures au sein de Réunion. Donc, au départ, c'était uniquement des adhérents de Chantier École Île-de-France, donc uniquement des chantiers d'insertion. Et ces premières réunions, elles avaient pour but d'accroître la visibilité des activités et affirmer qu'il existait un réel potentiel au sein de ces structures pour l'inclusion. Petit à petit, on a identifié d'autres structures et donc en 2016, il a été convenu de la création d'un groupe de travail numérique ouvert à toutes les SIAE qui étaient volontaires et porteuses d'activités de production autour du numérique, de rejoindre ce groupe de travail. Et donc, ce groupe de travail a été créé par le GRAFI, mais animé par Chantier École Île-de-France. Au fur et à mesure de ce groupe de travail, donc à partir de 2016-2017, il y a eu la définition d'actions collectives au regard d'enjeux identifiés et des besoins des membres. Alors après, il faut comprendre que chaque membre a une activité particulière. Donc, ce qui fait la force aussi de ce groupe de travail, c'est sa diversité. Mais du coup, il fallait aussi trouver des actions qui pouvaient être portées collectivement pour répondre à tous les besoins, peu importe l'activité spécifique de la SIAE. Donc, il y a eu la participation à des forums, l'organisation d'une open map. Ensuite, en 2018-2019, on a souhaité accroître la visibilité des structures, car la problématique liée au SIAE du numérique, c'est qu'elles sont très peu visibles en fait, dans l'écosystème. Et comme souvent dans l'insertion, il y a une méfiance de la part de certains financeurs ou de partenaires institutionnels économiques, car pour ces financeurs, l'insertion reste sur des activités, pas basiques, mais en tout cas traditionnelles, comme l'espace vert et le bâtiment. Et du coup, le but, c'était de prouver que les personnes en parcours d'insertion pouvaient tout à fait se retrouver dans des parcours de production avec du numérique. Donc, en 2019, nous avons créé un panorama du numérique ainsi qu'un plaidoyer spécialisé qui a été communiqué auprès des partenaires institutionnels et économiques des réseaux d'insertion. Et donc, pour la suite de ce groupe de travail, en 2020, je ne vous apprends rien, mais il y a eu une crise sanitaire qui a quand même frappé chacun de nous.
Et ce qu'on savait déjà sur la fracture du numérique, a été un petit peu confronté à cette crise. Et il a fallu d'une part, pour nous, réseau, d'accompagner nos adhérents, nos structures, de comment faire en cas de confinement, en cas de crise sanitaire majeure, pour proposer des solutions dans l'accompagnement. Et on s'est aperçu qu'il y avait un réel besoin de la part de nos adhérents qui ne faisaient pas partie de ce groupe de travail numérique, enfin, qui n'étaient pas des SIAE du numérique. Il existait un réel besoin dans la digitalisation des structures et surtout dans l'accompagnement. Et du coup, le but, c'était enfin de démontrer que les SIAE du numérique pouvaient se trouver comme une solution à nos SIAE classiques pour intégrer le numérique dans leur fonctionnement. Donc, à ce titre-là, avec le Graphi, nous avons produit plusieurs choses. Tout d'abord, un kit numérique pour proposer des outils d'accompagnement digitaux aux SIAE classiques afin qu'elles puissent continuer leur mission d'accompagnement, qu'importe les crises sanitaires ou autres, ou même intégrer tout simplement du numérique dans l'accompagnement. Et nous avons également réalisé une vidéo que je vais vous projeter avec du coup Permis de vivre la ville. Je te rends l'écran, Lila, je l'avais repris le temps de ta présentation. Ça marche. Et du coup, donc c'était la vidéo réalisée par Permis de vivre la ville, qui est donc une structure d'insertion qui est présente aujourd'hui. Je vous rappelle également rapidement les objectifs de ce webinaire. Ce webinaire, il a deux objectifs. Tout d'abord, bien sûr, vous présenter les SIAE du numérique, aussi bien aux structures d'insertion présentes qu'aux partenaires économiques et institutionnels. Vous les présenter pour démontrer que l'insertion, ce n'est pas que du bâtiment ou de l'espace vert. On a des structures qui sont capables de proposer du coup des parcours d'insertion liés au numérique pour répondre un petit peu aux enjeux économiques d'aujourd'hui et de réaliser de très belles choses, comme ça a été le cas avec Permis de vivre la ville. Pour proposer également aux SIAE présentes une nouvelle possibilité d'ouverture pour leur chantier ou leur structure, en proposant des productions liées au numérique. Et enfin, démontrer aussi que le numérique peut être une source d'inclusion pour les personnes en parcours d'insertion, et qu'il est également aujourd'hui nécessaire d'intégrer du numérique dans le parcours d'insertion avec de la médiation numérique. Et du coup, je passe la main à Emmanuel Saunier, directeur de l'association des Deux Ailes. Bonjour, j'ai activé le micro. Donc bonjour, moi je suis Emmanuel Saunier, effectivement. Je dirige aujourd'hui une structure qui s'appelle D2L. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait là-dedans, puis après je parlerai aussi de mes expériences passées, puisque ça fait quand même depuis 1997, donc pas 18 ans quand même, mais 1997 que je m'intéresse aux questions d'insertion et du numérique. Donc j'ai pas mal d'expérience là-dedans, j'ai des retours d'expérience qui sont plus ou moins agréables, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Donc je veux bien qu'on voit la diapo d'après. Voilà. Peut-être pas. Bon, ça va venir en tout cas. Donc aujourd'hui, le temps que ça arrive, moi je travaille avec l'association D2L. On est à Paris dans le 19e arrondissement. Et voilà. Et voilà. Ça va trop loin. Voilà. Et voilà. Et voilà. Hop, pardon. Donc, nous, en fait, on a plusieurs activités. On a d'une part 2 chantiers d'insertion, un dans le BTP pour faire classique, et puis un autre dans la restauration. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, c'est quoi? Enfin, labellisé fabrique de territoire. Je préfère le mot fabrique de territoire qui est plus joli que le mot tiers-lieu qui est un peu fourre-tout aujourd'hui. Donc nous, on est installé en plein cœur d'un quartier politique de la ville, un quartier prioritaire. Et du coup, on a un lieu qui accueille à la fois des activités d'utilité sociale. Donc, du coup, on a des résidents, en fait, des jeunes structures qui viennent s'installer là et qui expérimentent sur des territoires donnés leurs activités.
Et puis, au milieu de tout ça, on a également un restaurant, on a également des salles de réunion, un poulailler, etc., etc. Que sais-je. L'idée, c'est de créer des lieux de vie sur des territoires qui permettent de développer des activités et de se faire rencontrer un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Donc ça, c'est le sujet. Du coup, dans les tiers-lieux, fabriques de territoire, le numérique, c'est un sujet assez central puisque l'idée, ça reste quand même de préparer la société. Alors, je ne sais pas si préparer la société, en tout cas, pour nous, ce qui est un élément important, c'est donner accès aux droits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accès aux droits se fait avec la contraction des services publics, en tout cas, se fait énormément par le numérique. Donc, ça veut dire les déclarations d'impôts, les déclarations CAF, la recherche d'emploi, etc., etc. Tout se fait par le numérique. Du coup, il y a toute une tranche de la population qui ne maîtrise pas ou peu, dont les salariés en ACI. Donc, ce qui veut dire que nous, en interne, en externe, on travaille avec les populations locales, avec les gens qui ont des problèmes d'accès, mais en interne, on travaille aussi avec nos propres salariés en insertion. Et du coup, l'intérêt du numérique là-dessus, c'est en tout cas une des contraintes, c'est aujourd'hui de comprendre comment fonctionne le travail, comment fonctionne l'accès à l'emploi, de comprendre que les CV sont quasiment plus lus, qu'il y a des mots-clés et que tout ça fonctionne par des plateformes de recrutement. Donc, si on ne sait pas, par exemple, qu'il y a un certain nombre de mots-clés, non, toujours pas. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est bien ça. Si on ne sait pas qu'il y a un certain nombre de mots-clés dans les annonces qu'il faut remettre dans les lettres de motivation, ce qui va permettre une sélection par les algorithmes, on est un peu battu. Donc, ça fait partie des choses à comprendre, en tout cas à entendre, sur lesquelles il faut travailler avec aussi bien avec les personnes du territoire qu'avec les personnes en parcours chez nous. Et puis, il y a aussi toute la question d'accéder à des compétences, ce qu'on appelle maintenant là, les skills, les soft skills, etc., etc. Donc, accéder aux compétences, les compétences numériques, en fait, elles peuvent être très simples. C'est par exemple avoir une utilisation correcte de sa boîte mail. C'est un vrai sujet, hein, et on voit assez fréquemment que les gens galèrent quand même pas mal avec ça. Ça va être aussi présenter, donner un CV sur Indeed ou une plateforme, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des compétences, je veux dire, professionnelles contemporaines, en fait. Et puis après, sur toute la question des salaires en insertion, il y a également un apprentissage qui peut se faire. Par exemple, nous, sur le BTP, on essaye de travailler avec eux sur ce qu'on appelle le BIM. Alors, le BIM, Building Information Modeling, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des représentations en fait 3D d'un chantier, quel qu'il soit, et du coup qui sont implémentées par étapes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancée du chantier, les personnes qui travaillent sur le chantier vont renseigner cette plateforme BIM et ça va permettre un certain nombre d'astuces. Par exemple, quand vous avez des livraisons sur un chantier, et plus le chantier est gros, plus c'est complexe, on ne sait pas exactement où vont les livraisons. Il y a un vrai sujet sur la logistique du chantier. Avec le BIM, par exemple, ça vous permet d'identifier que tel paquet de palettes doit aller à tel endroit. Ça va permettre au grutier de prendre ces éléments-là, de les déposer exactement au même endroit. Et ça, c'est un plus. C'est-à-dire que sur un salarié en parcours, en BTP, j'entends, le fait de maîtriser au moins un petit peu une tablette, de comprendre comment ça fonctionne, ça va être un plus. De la même façon, on travaille aussi avec eux sur le 3D, tout ce qui est impression 3D, ce qui permet aussi de comprendre le concept de modélisation et de représentation 3D. On est bien d'accord que l'idée, ce n'est pas du tout de transformer les gens en informaticiens. Hein. Ce n'est pas ça le sujet pour moi.
Le sujet, c'est vraiment de les aider à comprendre ce qui va se passer, en quoi le numérique va modifier leur projet professionnel, enfin en tout cas va impacter l'activité professionnelle et en quoi ça peut les aider. Pareil, sur la restauration, on a d'autres exemples. La question des commandes en ligne, par exemple, de la promotion de... Pardon, excusez-moi, de la promotion. C'est-à-dire les commandes en ligne, bon exemple. Si vous voulez vendre votre produit en ligne en restauration, faut faire des photos, il faut les mettre sur le site web, il faut avoir des photos assez récurrentes, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est une vraie compréhension des enjeux du numérique pour des salariés en parcours. Donc voilà un petit peu la base. Alors c'est vrai que sur la médiation numérique, en tout cas, on pourrait décliner à l'infini parce qu'il y a énormément de choses et qu'on n'est pas fini et qu'on n'a pas fini. Par exemple, aujourd'hui, nous, on va travailler sur les questions de vaccination. C'est un bon sujet. Moi, j'ai une mère qui a 86 ans. Pour se faire vacciner, c'était une galère. Elle comprend rien. Elle voit pas elle voit pas comment les sites fonctionnent, etc., etc., etc. Les sites sont même parfois assez abscons. Il faut dire les choses comme elles sont. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie question sur ce sujet-là. Et encore une fois, on est dans l'accès au droit. C'est ça qui est intéressant, je trouve, sur la question de la médiation numérique, c'est que la base, c'est un accès au droit. Et que pour certains d'entre nous, les droits se rétrécissent parce qu'on n'a pas la connaissance du truc. Et ça, c'est un vrai sujet. Du coup, je vais rembobiner un petit peu et on va faire un petit saut en arrière. Je veux bien l'autre diapo, s'il te plaît, elle est là. Et du coup, on va revenir dans les années 96, 97, 98, au début du numérique. Moi, par exemple, j'ai eu ma première adresse email en 95 et c'était un vrai sujet. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire du numérique, mais c'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en 99, il y a Jospin, Premier ministre, et il fait un grand discours à Hortin sur ce qu'on appelle la société de l'information. Donc là, il y a une vraie volonté politique de dire on développe la société de l'information, on met les moyens dessus. Donc ça a été assez vite, dès 96-97, ce qu'on appelait des cyberbases ou des espaces publics numériques. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance de travailler sur la première cyberbase à Saint-Denis en 96. Et là, il y a eu des vraies avancées. C'est-à-dire que la question à l'époque, c'était même pas encore les services comme on parle aujourd'hui, c'était même l'accès aux ordinateurs. Parce que les ordinateurs, c'était cher, etc., etc., etc. Et du coup, c'était encore d'autres systèmes plus complexes. Moi, je crois avoir commencé avec Windows 3.1, si la mémoire est bonne, parce que 95, c'était pas très stable. Voilà, donc il y avait tout un tas d'enjeux. Et c'est vrai qu'il y avait un peu de moyens. Donc moi, c'est vite, dès le début des années 2000, j'ai commencé à lancer des chantiers d'insertion autour du numérique. Donc j'ai lancé en 2002 quelque chose qui s'appelait Touareg, qui était un site internet sur la création de contenu. Le site existe encore, s'appelle La Ville des gens, qu'on peut trouver assez facilement. L'idée étant de permettre à des bénéficiaires en ACI de travailler sur leur quartier, leur environnement, de faire des photos, de faire des contenus, etc., etc. Et pour les bénéficiaires, l'idée, c'est surtout pour nous de travailler sur la langue, sur le français, sur la création de contenu, pas sur l'interface web du site, parce que d'une part, à l'époque, c'était trop complexe. Donc ça, c'est un site internet qui a duré, c'est un projet qui a duré en ACI 2 ans et puis qui s'est transformé en autre chose, qui a duré une quinzaine d'années. C'était un beau projet, mais bon, pour des raisons qu'on définira un petit peu tout à l'heure, qui a eu du mal quand même à trouver son financement, qui a été assez complexe, même si à l'époque bénie, on avait des chantiers d'insertion qui étaient bien plus financés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Après, en 2003, on a créé un autre ACI qui s'appelait Dignae, qui était quelque chose qui était basé sur la maintenance informatique, qui était un vrai sujet, qui est toujours un vrai sujet, même si encore une fois les choses évoluent, etc. Et du coup, ça, on a fait 7 ou 8 promotions derrière. Et puis, on a créé dans la foulée une entreprise d'insertion qui s'appelait Réseau 19,
qui était spécialisé dans la maintenance informatique. Et là, du coup, on s'est retrouvé réellement sur le marché, en fait, avec des réponses à des marchés publics, avec pas mal de gros clients, comme le 104 de Mervilliers, comme le Théâtre de la Bastille. On était un peu spécialisé à l'époque dans les institutions culturelles, ce qui avait un sens. Mais déjà à l'époque, y compris dans la maintenance informatique, on rencontrait le besoin d'avoir, bien sûr, nos salariés formés. Et puis, un truc qui devenait en complexité, puisque c'est le moment où on a commencé à avoir avoir des premiers clouds, avoir des premiers serveurs clonés, etc., etc. Donc, il y avait un vrai niveau de complexité. Il y avait également un vrai besoin pour les salariés des structures qui nous Oh là embauchaient là. d'être formés. Oh là là, c'est compliqué. Et donc là, c'était un vrai sujet. Et je veux bien, je crois qu'il y a encore une diapo, non? Non. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, in fine, et faire un petit retour d'investissement d'un retour d'expérience sur tout ça. Et ça va permettre d'avoir un peu une vision un peu plus large du numérique, ce que c'était, ce que c'est devenu. D'une part, c'est un peu provocateur le titre de cette diapo, mais aujourd'hui, on n'est plus tellement dans les autoroutes de l'information, on est vraiment dans la société de la surveillance. C'est-à-dire que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, ce qui est gratuit, en fait, quand ce n'est pas gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, on est très surveillé sur Internet, sur nos habitudes d'achat, sur nos habitudes de consommation de produits, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas, etc. Du coup, les gens comme moi, je trouve qu'on a une responsabilité assez importante dans ce que c'est devenu cet Internet. C'est-à-dire que moi, quand j'y suis allé dans les années 2000, c'était un espace de liberté assez intéressant, c'est un espace d'échange et c'est un espace de gratuité. Alors aujourd'hui, la gratuité, elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a eu des énormes investissements qui ont été faits sur le numérique. Énormes, ne serait-ce que pour fibrer, que pour passer des tuyaux, etc., pour augmenter les devis, les débits. Donc aujourd'hui, c'est plus gratuit. C'est beaucoup moins gratuit. Et du coup, il y a à la fois une vraie concurrence entre pays. Et moi, je le voyais déjà à l'époque. C'est-à-dire que, notamment sur la programmation, quand vous aviez un jeune ingénieur en France, vous en aviez 5 en Ukraine et 15 au Vietnam, pour des raisons de coût. Donc, bien évidemment, en France, aujourd'hui, pour s'aligner sur les coûts, on a créé le statut d'auto-entrepreneur, mais n'empêche qu'il y a une vraie concurrence entre les pays et il y a une vraie concurrence entre le coût du travail, y compris sur des jobs très, très qualifiés. Alors, c'est vrai que sur un job peu qualifié, c'est encore pire. Il y a toujours un plafond de verre sur la formation des publics, et notamment sur la question des salariés en insertion versus des gens qui ont fait 2-3 ans d'école, 4 ans d'école. Il y a un vrai sujet. Il y a également de plus en plus des profils, ce que je disais, très, très élevés. C'est-à-dire que même pour faire un boulot de bac+2, bac+3, vous allez prendre un jeune ingénieur et puis qui va pas rester, qui va bien sûr aller dès qu'il pourra sur un boulot plus adapté à ses compétences. Mais du coup, on recrute toujours très, très haut par le diplôme, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, in fine, en tout cas sur toutes les activités que j'ai pu avoir dans ce secteur-là, reste la question du financement. C'est-à-dire que, à part, enfin, ça c'est ma lecture, j'espère que pour mes camarades qui prendront la suite, ce n'est pas du tout la leur, et je leur souhaite. Mais à part travailler avec des puissances publiques, avoir une activité financée, finançable de longue haleine sur le numérique, en chantier d'insertion ou en ACI, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, ACI, EI, on a les réformes qui arrivent assez systématiques. On a eu, en tout cas sur l'entreprise d'insertion réseau 19, on s'est pris à un moment donné, je ne sais plus, une baisse de 30% de 30% des emplois aidés. Du coup, faire face à ça, c'est complexe. La concurrence est rude aussi, dans la mesure où il y a de plus en plus de boîtes sur ces secteurs d'activité.
et qu'on n'est pas forcément toujours concurrentiel. C'est un vrai sujet, puisque on n'est pas concurrentiel ou parce que nos salariés mettent plus de temps à faire les choses, ou parce que on a des coûts de structure qui font qu'on n'est pas forcément concurrentiel sur des contrats de maintenance, par exemple. Et puis, on a une volonté de plus en plus d'avoir des situations monopolistiques. Et je finirai là-dessus, sur cet exemple. Si ma mémoire est bonne, les nouveaux Apple, donc Apple a récemment changé sa politique de matériel, ce qui fait qu'on ne peut plus soi-même ou réparer son Mac ou faire confiance à une structure d'insertion, par exemple, pour réparer son Mac. Donc du coup, voilà, c'est des sujets qui viennent des sujets bloquants. Bon alors, j'en ai bientôt fini, je pense que je suis à peu près bien dans les temps. C'est parfait. Voilà, juste, c'est pas forcément très encourageant ce que je vous raconte là, mais c'est qu'un retour d'expérience, le temps change. Moi, à l'époque où je faisais ça, on était vraiment tout seul, hein, on passait vraiment pour les martiens. Voilà, ça reste un peu mon activité d'être un martien, puisqu'en ce moment, j'ouvre un restaurant. Donc, vous voyez que c'est toujours un peu seul contre les éléments. Mais au demeurant, moi, je pense qu'il y a des trucs à faire, mais il y a des vrais sujets. Voilà, merci. D'accord. Merci Merci. Emmanuel. Est-ce que Merci Dominique a bien. des questions du coup? Oui, justement, il y avait Léo Capelier voulait savoir qu'étaient devenues les structures que vous avez abordées, notamment celle de la maintenance informatique, proposant de la maintenance informatique. Eh bien, celle de la maintenance informatique a déposé le bilan il y a combien, 4-5 ans, je crois, 4 ans. Et du coup, on a déposé le bilan. Moi, ça ne m'amusait plus, d'une part. Et d'autre part, il y avait une concurrence trop forte. Donc, du coup, j'ai réussi à replacer les 5 salariés en parcours chez mes clients. Et on a arrêté cette activité. D'accord. Parce que du coup, pour boucler, en fait, on n'en vivait pas. C'est-à-dire que moi, j'arrivais à avoir une activité qui était avec un coût zéro. Donc, je suis resté au point mort tout le temps. Mais le point mort, ça empêche de faire des investissements. Il y avait toujours des vrais investissements à faire. Donc, on peut toujours aller chercher du FDI, des trucs, des machins, hein. Il y a toujours des ruses à faire, mais j'ai toujours considéré que, en tout cas dans l'IAE, le vrai sujet, c'est d'avoir une clientèle suffisante et récurrente pour pas être embêté par le moment où l'État peut changer les règles du jeu, quoi. D'accord. Donc, on a arrêté. Merci. Merci bien, merci Emmanuel. Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire qui concerne qui s'intitule l'ouverture d'une SIE du numérique, opportunités de développement pour les structures. Donc 2 structures spécialisées, comme je vous le disais en ouverture, dans le numérique, à la fois AGWA, donc association porteuse de plusieurs ACI, et aussi Reprotechnique, une SCOP porteuse d'une entreprise d'insertion. Je propose donc à Stéphanie Hurel, directrice d'AGWA, d'intervenir sur le sujet, de présenter sa structure. Merci. Bonjour, donc Stéphanie Hurel, je suis directrice de l'association AGWA, qui veut dire Association pour la gestion d'outils d'insertion par l'économique. C'est une association donc, qui porte 3 chantiers d'insertion, dont un justement dans le secteur du numérique. On peut passer à la 2. On peut passer à la deuxième slide. Voilà, merci. Donc, elle est située à Montigny-les-Cormeilles, dans le département du Val d'Oise, et elle a été créée par un club de prévention spécialisé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la prévention spécialisée, ce sont les éducateurs qui sillonnent les quartiers au plus près du coup des jeunes pour les amener vers des actions d'insertion. Et donc, elle a été créée il y a maintenant 26 ans. On peut passer à la suite. Notre particularité nous repose sur notre public, puisqu'on accueille exclusivement des jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans, pour qui nos chantiers représentent souvent une première expérience professionnelle après un parcours scolaire plutôt chaotique. On est conventionné pour 11,2 ETP, ce qui représente à peu près 6 salariés sur chacun de nos chantiers.
Donc, on intervient dans 3 domaines de compétences. Les espaces verts, le bâtiment et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'informatique. Je tiens à préciser que sur chacune de nos activités, on a à cœur de respecter des pratiques de développement durable. On peut passer à la suite. Donc, pour prendre l'exemple de notre atelier informatique, le cœur de notre activité, c'est le réemploi avec le reconditionnement de matériel informatique, donc issu de dons. Depuis plusieurs années, dans le cadre d'une action de lutte justement contre la fracture numérique que nous portons conjointement avec le département du Val d'Oise, nous permettons aux bénéficiaires du RSA et depuis peu aux bénéficiaires du FSL, d'une part de bénéficier d'équipements informatiques complets avec une très faible participation de leur part, mais aussi si le besoin est détecté par les travailleurs sociaux d'ateliers de prise en main de l'outil. On peut passer à la suite. Donc, nous proposons également une prestation de maintenance de parc informatique pour nos partenaires. C'est une activité aujourd'hui qui est en perte de vitesse, donc ça a été souligné précédemment. En effet, la maintenance informatique aujourd'hui, je pense que quand elle est pratiquée par un atelier en chantier insertion, n'est d'une part pas concurrentielle et c'est surtout qu'on a de plus en plus de partenaires qui font le choix de faire appel à une entreprise qui va le faire à distance. Ça évite d'avoir une équipe qui se déplace, qui monopolise des postes et donc qui génère quand même une gêne. Le cœur aussi de notre activité reconditionnement intègre une activité de démantèlement qui va avoir pour but, pour tout le matériel qu'on va récupérer et qui ne peut pas être réemployé, donc reconditionné, il va être démonté pièce par pièce, puis trié afin d'être confié à un recycleur D3E. C'est une activité qui est très chronophage et qui génère peu de ressources. Donc, on a fait le choix depuis 2016 de la réduire considérablement. Donc, au profit justement d'une boutique en ligne qui a vu le jour fin 2016. Donc, sur cette boutique, on donne la possibilité de choisir parmi un catalogue des équipements, donc que ce soit des écrans ou des unités centrales, mais aussi des périphériques. Ils sont réservés sur le site et ensuite, notre clientèle vient le récupérer dans nos locaux. Et on propose aussi, via cette boutique, la possibilité plutôt pour les particuliers d'un dépannage à distance. Donc, la crise sanitaire qui nous touche maintenant depuis un an, comme l'expliquait Lila tout à l'heure, a mis davantage en lumière justement cette fracture numérique et notamment l'électronisme qui touche en priorité les personnes vulnérables. Donc, je pense aujourd'hui que l'IAE a toute sa place pour apporter des solutions. Donc, que ce soit par le fait de fournir des équipements informatiques à moindre coût pour ces publics, mais aussi les familiariser à l'outil, leur apprendre à l'utiliser, puisque c'est bien de fournir un équipement, mais si la personne qui le reçoit ne sait pas l'utiliser, ça n'a vraiment aucun intérêt. Voilà, c'est là où on parle beaucoup de médiation numérique. D'étendre aussi ce dispositif, nous, qu'on l'emporte avec le conseil départemental à d'autres publics. L'évolution aussi de la loi qui est relative à l'économie circulaire va aussi fortement inciter les acheteurs publics à rendre leurs achats responsables en privilégiant notamment le réemploi. Nos principaux freins aujourd'hui, on en a parlé aussi sur les différentes interventions, c'est le manque de visibilité. Donc, que ce soit de la part des partenaires sociaux qui vont pouvoir nous proposer à leur public nos activités de vente de matériel informatique, puisque comme c'est du reconditionné et on essaye en effet de le proposer à un prix solidaire pour que tout le monde puisse y accéder, puisque c'est aujourd'hui un droit d'accéder au numérique et c'est plus que nécessaire avec la dématérialisation, mais aussi un manque de visibilité auprès de nos donateurs. Et on vise depuis un petit moment, on essaye d'être connu notamment par les grandes entreprises pour récupérer leur matériel informatique plutôt qu'il aille bien souvent à la benne, puisque c'est le cœur de notre activité et c'est essentiel pour nous pour donner une activité support à nos salariés en insertion, mais aussi avoir
du matériel qu'on puisse reproposer ensuite aux personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf. C'est un chantier qui existe depuis 2006, qui, depuis très, très longtemps, peine à trouver un équilibre financier. Il commence un petit peu à avoir cet équilibre. Il ne doit aujourd'hui sa pérennité qu'aux 2 autres activités que l'on porte et qui, par les recettes qui sont générées, lui permettent en tout cas de subsister. On peut passer à la suite. On a quand même fait le choix de conserver ce chantier, d'une part par son utilité environnementale, puisqu'on participe à l'économie circulaire, mais aussi par son utilité sociale. Donc, que ce soit pour les personnes qui vont pouvoir acquérir du matériel à moindre coût, mais aussi pour nos salariés en insertion. On accueille en règle générale sur ce chantier, ce qui n'est pas forcément le cas sur les 2 autres, des passionnés d'informatique qui ont quitté le système scolaire sans diplôme, donc pas la possibilité d'intégrer ce domaine d'activité. Mais avec l'activité support, cette expérience qu'ils vont pouvoir acquérir, ces compétences qu'ils vont développer, ils vont pouvoir en tout cas travailler un projet d'entrée en formation pour avoir, on l'espère, la possibilité de travailler dans ce domaine. Pour nos partenaires aussi, je pense qu'on a une vraie place dans la démarche RSE qui sont entreprises par nos partenaires ou les entreprises pour, à leur côté, leur apporter des solutions. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Merci Stéphanie. Est-ce que Dominique, du coup, tu as pu identifier des questions? Non, pas de questions particulières dans le chat. Très bien. Et bien, du coup, on va passer à Hélène Saloun. Hélène, du coup, c'est à toi. Oui, bonjour, Hélène Salin, Reprotechnique. Alors, on prononce Salin, c'est breton. Ah bon. Je souhaitais corriger cette anomalie orale. Alors, le parcours de Reprotechnique est effectivement sensiblement différent puisque avant d'avoir un conventionnement entreprise d'insertion, Reprotechnique est avant tout une entreprise spécialisée effectivement dans la chaîne documentaire de ses clients, qui sont exclusivement des entreprises. Et qui va, Reprotechnique les accompagne, on a à peu près 57 ans de maison, et on va accompagner effectivement à toutes les étapes de la PAO à l'impression, en passant par toutes les nouvelles technologies de la dématérialisation, de l'envoi dématérialisé aux solutions omnicanales, jusqu'à la logistique et la numérisation également. C'est sur ce dernier point qu'effectivement on axera effectivement le sujet, puisque c'est de là effectivement que nous avons créé le conventionnement entreprise d'insertion. Donc notre modèle économique est une scope avant tout. On se positionne effectivement sur des savoir-faire d'un demi-siècle, avec une vraie volonté, un objectif unique de réduire effectivement rapidement les coûts de nos clients, de simplifier la formation chez eux en interne et d'aider les collaborateurs à se recentrer sur leur cœur de métier. Hop, voilà. Donc une implantation en Île-de-France principalement, le siège de la Colombe, peu importe, et 4 sites plus 3 facility management. On entend facility étant des centres de reproduction directement intégrés chez nos clients. Air Liquide et l'université de Cergy-Pontoise. Bref historique, mais conséquent. Donc création en 63, Reprotechnique a suivi toutes les secousses sismiques du secteur, avec la dématérialisation croissante de l'information, moins d'imprimés mais mieux. On crée effectivement une plateforme très très tôt d'impression à la demande. Notre métier, notre cœur de métier, c'est avant tout l'impression numérique. On devient, alors après les événements de 2009 et les secousses sismiques très importantes, nos principaux actionnaires, Reprotechnique n'est pas Nescope, on se retrouve un peu au milieu du gué. Nos 2 actionnaires principaux nous lâchent, un espagnol et un belge, une fois. Et du coup, on se retrouve devant une situation où soit on était grignoté, voire absorbé complètement par nos concurrents, soit on prenait notre bâton pèlerin et on créait une scope avec 70 salariés effectivement dans l'entreprise, qui ont fait le pari, et on s'est tous effectivement battus
pour que notre entreprise en 2013 soit une coopérative dont on est aujourd'hui très très fiers. Beaucoup d'évolutions qui nous permet, effectivement, on avait beaucoup plus les mains libres. Hein. Le projet Scope, c'est quand même une gouvernance démocratique. À noter que les salariés sont associés. Les associés, quelle que soit la part au capital qu'ils ont mise, leur voix en assemblée générale vaut une voix. Elle n'est pas proportionnelle à la valeur, donc c'est extrêmement démocratique. On a un niveau d'implication qui est différent. On est vraiment sur des échanges qui sont extrêmement constructifs. Et enfin, on a les mains libres, on est acteur de notre projet d'entreprise. On n'est pas là forcément pour gagner un max, on est là d'abord, un, pour pérenniser nos emplois, deux, pour apporter une dimension humaine qui était déjà à la base de notre ADN, et porter ce projet social le plus loin possible. Donc, on ne fait que transmettre, effectivement, entretenir un beau bébé qui, j'espère, survivra plus tard. Du coup, ça nous a permis effectivement de retrousser nos manches. On a entamé des démarches RSE, ISO 14001 sur la partie développement durable, ISO 9001 sur la partie qualité, afin d'apporter à nos clients des garanties sur les process de réalisation. Oui, vas-y. Et puis bon, voilà, oui, c'est bon. Part de notre chiffre d'affaires, donc aujourd'hui sur 68 salariés, excusez-moi, j'ai oublié de vous le mentionner, on réalise un chiffre d'affaires de 7,5 millions, avec une part de marché public de 13% et le reste étant sur du privé. Le privé étant principalement orienté sur de l'industrie. Alors, l'industrie, c'est un peu vague, mais ça peut être Axence, c'est anciennement l'Institut français du pétrole, c'est Schneider Electric, bon, tout ce qui est en rapport avec le secteur industriel qui demande beaucoup de documentation technique. Nous avons aussi dans la continuité Dassault Aviation, bien sûr, Léon Gross, beaucoup de BTP, donc ça rejoint un peu ce qu'Emmanuel disait tout à l'heure sur la partie BTP. Il y a des enjeux intéressants avec du business automatique qui peut être assez intéressant au niveau de l'insertion. Donc j'ai indiqué en vert ce qui était principalement nos clients et nos références sur l'insertion. J'ai oublié d'indiquer la BNF. Bon, c'est pas grave. Donc, des certifications et labels, comme je l'ai dit, avec une certification ISO 9001. C'était essentiel que l'on passe par là pour mettre en place un des process qui apporte une méthodologie, qui nous aide à nous structurer en interne et qui apporte des garanties à nos clients. La partie imprime vert et ISO 14001, dans notre métier, c'est juste le minimum syndical, je dirais, pour garantir aussi et apporter des vrais engagements RSE pour nos clients qui ont des propres démarches. Ça, c'est important. Après, la partie sociétale étant la partie utilité sociale, c'est un plus, mais on en parlera tout à l'heure, mais ce n'est pas un argument extrêmement fort que l'on met en avant. Aujourd'hui, c'est avant tout notre savoir-faire. Lila, je te laisse passer. Donc, l'ensemble de nos certifications se finissent par un conventionnement entreprise d'insertion, dont on est très très fiers, qu'on a initié en 2017 et qui nous permet aujourd'hui d'être le seul prestataire en Île-de-France triplement certifié ISO 14001, 9001, imprime vert, et avec associé à un conventionnement entreprise d'insertion. C'est ce qui fait pour nous, ce qui fait de nous une particularité assez importante, un avantage concurrentiel réel par rapport à nos concurrents, mais également ça crée des valeurs et ça va parfaitement dans la continuité de notre projet. Donc, pourquoi effectivement nous avons souhaité ce conventionnement? Pour deux raisons. C'est la continuité, somme toute naturelle, de notre projet Scope, qui permet de soutenir, comme l'a dit Emmanuel, les conditions d'accès, de favoriser les conditions d'accès au retour à l'emploi, de donner un droit aussi à
à la connaissance informatique pour les personnes qu'on intègre et leur donner une énorme valeur ajoutée parce que l'informatique, tout ce qui est en rapport avec le traitement de fichiers, on est de plus en plus tiré dans notre métier par le fichier et les données informatiques, crée une vraie valeur ajoutée, une employabilité significative pour les personnes qui intègrent notre site de Magnanville. Et bien entendu, cela va parfaitement avec notre ancrage territorial. La deuxième raison, c'était de répondre également aux objectifs de nos clients. Nos clients sont issus du CAC 40 pour certains, d'autres c'est de la PME, c'est de la TPE. Les grosses entreprises, les grosses entités du type Bouygues, Vinci, Dassault, Accenture, qui fait quand même partie du CAC 40, ont des démarches de fonds au niveau de la RSE très fortes. Et il y a une croissance, force est de constater qu'il y a une croissance et des attentes fortes de nos clients sur ce sujet. Donc, c'était une démarche qui, somme toute, allait naturellement avec notre ADN et avec la tendance du marché. On est très fiers de pouvoir dire qu'on a eu des réussites avec une jeune femme qui a intégré en 2018 ou 2017, je ne me souviens plus, Asma. Elle a été opératrice sur notre site de Magnanville, puis a monté en tant qu'assistance RH au sein de l'entreprise et a saisi une opportunité au CNAM en tant qu'assistante pédagogique. Reparlons effectivement des nouveaux objectifs de nos clients, où il y a une tendance et une vraie écoute, tant dans le public que dans le privé. Le développement de la démarche RSE, elle est bien réelle. Alors, c'est du brushing hein, pour certains, il ne faut pas se voiler la face, c'est juste pour faire beau. Hein. Merci Lehman Brothers, toute la crise financière qui a obligé un peu à nettoyer le palier du secteur bancaire et puis après derrière toute la suite économique a suivi. Maintenant, il y a vraiment des indicateurs chez eux avec un rapport RSE, avec une volonté en termes de proportion d'intégrer en fait l'impact, de prendre en compte l'impact social sur ces achats et qu'elles soient privées ou collectivités, c'est certain. Après, il y a un deuxième axe qui est un petit peu plus original, sur lequel Emmanuel évoquait tout à l'heure, sur la partie effectivement accompagnement de chantier. Sur le BIM, bon, c'était super intéressant. Il y a un autre axe, nous, sur lequel on intervient énormément, c'est comment contribuer et aider un acteur du BTP, on va parler Bouygues, à lui éviter effectivement, enfin lui faire bénéficier de l'ETP au travers de prestations de reprographie, d'impression dont il a besoin pour son chantier et lui éviter effectivement de payer des amendes. Les critères sociaux sont importants dans certains cas d'appel d'offres. Certaines collectivités intègrent cela et demandent aux acteurs du BTP des clauses sociales. Voilà, dans mon chantier, je veux 500 heures d'insertion parce que vous intervenez sur mon chantier, sur ma collectivité, sur mon territoire et que je veux vous obliger en fait à relancer une dynamique et intégrer en fait du personnel en insertion. C'est extrêmement vertueux. Il n'y a pas de débat, sauf que des grandes entreprises n'ont pas obligatoirement un vivier de personnes en insertion. Il faut s'appuyer sur des structures, donc c'est très bien. Nous, ce qu'on propose, c'est en échange de prestations dont Vinci ou Bouygues a besoin, hein, pour faire du plan, il faut imprimer des plans. Eh bien, tout simplement, elles sont faites sur notre site conventionné et le chiffre d'affaires généré va être transformé sous forme d'attestation en heures d'insertion, en heures ETP. Voilà. Ce qui permet effectivement donc pour les clients, on a identifié ça, c'était intéressant et ça a été très parlant, ça a beaucoup de succès. Parce qu'aujourd'hui, bon, on le verra un petit peu plus loin sur les freins et les atouts, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un enjeu financier parlant, concret, la notion d'entreprise d'insertion, elle n'est pas évidente à promouvoir. Voilà. Donc, on va passer sur un petit exemple qu'on a mis en place. Oula.
Donc, une collectivité demande à une entreprise générale du BTP de mettre 500 heures d'insertion. Bon, il s'avère que si cette entreprise ne les fait pas, alors c'est un peu variable en fonction des marchés, mais ça peut aller jusqu'à 40 000 € d'amende quand même. Donc, ce n'est pas une paille, d'autant que elle doit vraiment porter patte blanche et que la collectivité est très regardante et elle vérifiera. Donc, l'alternative et l'avantage de notre offre, dans ce cas-là, pour développer l'insertion, ça va être de dire à nos clients existants, hein, et surtout faire sortir aussi un petit peu les concurrents du débat, de l'échange, c'est dire, en échange de 10 000 € de prestations que vous allez faire à l'année pour tirer du plan, pour tirer des pièces écrites, pour faire avancer votre document, enfin, votre chantier, pardon, nous, on va le transformer en heure d'insertion, soit en reprographie, soit en numérisation également. Donc, en regardant bien effectivement le taux du coefficient appliqué, alors je vous prie de m'excuser, je n'ai pas révisé sur la partie coefficient. Je serai incapable de vous expliquer comment, pourquoi, mais je ne manquerai pas de vous le faire par écrit, une petite explication de texte. Seulement 10 000 € permettent effectivement d'atteindre l'objectif des heures d'insertion et s'éviter effectivement au passage les coûts de pénalité. Donc, c'est extrêmement vertueux, c'est parlant. Nos clients dans le BTP sont très réceptifs sur le sujet, dès lors que la collectivité a indiqué et a imposé des critères sociaux, bien entendu. Donc, quelques chiffres concernant Reprotechnic. Aujourd'hui, on génère autour de 500 000 € sur du public en insertion, en chiffre d'affaires, dans le privé et dans le public. Sur les attentes, donc il y a des attentes en clause sociale, notamment principalement chez Bouygues et Vinci. Plus dans la démarche RSE de Dassault et de la BNF. Donc, ce sont les exemples les plus importants, pas voulu vous en citer 25 000, ça ne sert à rien, mais il y a deux objectifs chez nous essentiels, c'est la démarche RSE de nos clients d'un côté et comment aider certains acteurs à répondre à des clauses sociales d'un marché BTP. On est très fiers. Alors, on avait en 2017 5 personnes en CDDI. Nous sommes passés à 6 en 2020 et nous sommes en train de faire une démarche pour avoir effectivement une employabilité pour 10 personnes en CDDI. Alors, c'est tellement petit que je vais reprendre mon propre slide. Merci Lina. Ah, c'est le jour et la nuit. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai vent en poupe sur la démarche RSE des grands comptes et un aspect financier très important sur la partie clause sociale, de toute évidence. L'atout, c'est qu'effectivement aussi, le conventionnement entreprise d'insertion ne s'appuie pas que sur son statut en lui-même. Il s'appuie aussi sur la notoriété de Reprotechnic depuis 50 ans, son expertise, sa connaissance de l'ensemble des solutions qui sont proposées et sur lequel, effectivement, on va pouvoir, alors ce n'est pas très joli comme mot parce que ce n'est pas celui-là qui me vient, mais malheureusement je l'impose, on va pouvoir se servir de l'insertion et le mettre en avant pour pouvoir un peu plus le promouvoir dans certains cas. Et c'est bon, donc ça nous sert, mais ça sert également l'insertion. On s'appuie également, l'insertion, on s'appuie également sur une organisation qui est plutôt structurée chez nous de par nos certifications et sur l'expertise. Les freins, il y en a beaucoup plus que ça en fait. Mais la première venant très certainement en fait des politiques territoriales à mon sens, où elles ne sont pas, les collectivités ne sont pas encore assez informées, même si c'est elles qui sont actrices de cela, et en même temps je ne les trouve pas, c'est pas naturel d'implémenter des critères sociaux dans leurs appels d'offres notamment. C'est comment essayer d'être un peu plus en amont pour que ça devienne un peu plus une logique
d'implémenter les critères sociaux. L'image de l'entreprise d'insertion n'est pas non plus effectivement très valorisée. Qui dit entreprise d'insertion au conventionnement laisse entendre que on fait travailler des gens qui ne sont pas qualifiés. Mais justement, alors tout de suite, je mettrai dans l'atout, mais c'est justement dans ce métier, cette formation que l'on apporte aux personnes pour les rendre employables est à très grande valeur ajoutée. Ça s'adresse à des femmes qui généralement en insertion ne sont pas très représentées parce qu'entre le BTP, le nettoyage et le paysagisme, bon ben voilà, quoi, la messe est dite. Nous, justement, on a plus besoin de femmes avec une très forte valeur ajoutée. Pourquoi tout simplement parce qu'on est dans l'informatique, on traite du fichier, on traite des documents très pointus qui vont apporter vraiment une formation et on se distingue vraiment là-dessus pour qualifier des gens qui auront demain une vraie employabilité vers l'extérieur. Mais le gros point bloquant, je finirai par celui-là, c'est le secteur de l'ESAT, du secteur adapté. On est très ravis, le secteur l'ESAT et secteur adapté est extrêmement important, et essentiel et central. Il demeure cependant que les enjeux ne sont pas les mêmes, les objectifs de nos clients ne sont pas les mêmes. Souvent, en fait, ils auraient tendance à privilégier le secteur adapté parce qu'il y a des gains en interne à s'affranchir effectivement d'amende, entre guillemets, dans l'hypothèse où ils ne rempliraient pas leur quota de 6% de leur effectif en interne. Ils ont obligation à travailler, à faire travailler des ESAT pour ne pas avoir à payer cette amende. Et du coup, en fonction du profil de l'entreprise, si celle-ci n'a pas recruté 6% à peu près, mais je vais certainement me tromper et corrigez-moi parce que je ne connais pas très bien, mais si ce 6% de son effectif en interne n'est pas du personnel handicapé, clairement, on n'est pas ultra privilégié parce qu'ils ont vraiment ordre de la direction générale à faire travailler le secteur adapté pour éviter de payer des pénalités. Voilà. J'espère avoir été comprise. Merci Hélène. Merci bien. Peut-être pour faire suite aux questions, il y a eu plusieurs réactions, plusieurs questions sur votre intervention, très intéressante. Déjà de la part de Bruno Garcia, donc de la Fédération des entreprises d'insertion, qui se demandait s'il y avait des marchés publics dans votre secteur, dans des collectivités, que ce soit des collectivités ou de l'État, et si ces marchés comportaient des clauses susceptibles de vous permettre d'y accéder favorablement. Alors, nous avons des marchés qui font travailler notre site conventionné entreprise d'insertion, mais nous n'avons pas gagné des marchés tenant compte de ces critères. Je ne sais pas si je suis claire. C'est qu'en fait, il n'y a pas encore assez de marchés qui intègrent les critères sociaux. Et aujourd'hui, nous n'avons gagné aucun marché grâce en fait à notre conventionnement entreprise d'insertion. D'accord, merci. Compléter peut-être, c'est un petit peu la problématique qu'il existe avec les SIAE du numérique, c'est que les clauses sociales sur ces questions-là sont quasi inexistantes et ou en tout cas sont très compliquées pour les SIAE du numérique pour y répondre. Oui. Si je puis me permettre, Bruno Garcia, bonjour. Bonjour. Il y a des marchés sur la numérisation, sur un certain nombre de prestations, mais je voulais faire le parallèle par rapport à tout à l'heure quand vous expliquiez les relations finalement avec les entreprises en disant finalement le fait d'être une entreprise d'insertion, ça nous positionne très favorablement pour l'accès à leur marché, et vous avez cité plusieurs exemples, et que du côté de la commande publique, on est quand même un peu plus frileux. Vous disiez, il y en a un peu, mais pas assez. Bon, je le sais, parce qu'on est en contact, mais pas assez. Je voulais soulever cette question-là de la commande publique dans ces marchés d'impression, de reprographie, de numérisation. La numérisation, c'est un gros enjeu. On a par exemple en province, à Pau, une entreprise d'insertion spécialisée sur ce sujet-là, qui ne fait que ça, et qui le fait de façon macro. Et donc, voilà, il y a des potentiels, mais encore une fois, il faut travailler avec les donneurs d'ordre pour qu'ils puissent intégrer ces éléments-là dans leur structure et pour pouvoir vous
donner du travail et de faire de l'insertion, de pouvoir faire de l'insertion. C'est tout à fait ça, Bruno. Il faut vraiment travailler en amont, 6 mois, 1 an avant le renouvellement du marché. Voilà, on sort son bâton de pèlerin, on explique l'évolution du marché parce que, d'une part, pour que techniquement déjà le cahier des charges soit un peu plus au goût du jour, déjà, et puis 2, faire passer le message sur l'insertion, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter, comment, voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail, hein. C'est quasiment du one-to-one, hein, pour essayer. Merci. Merci. Merci bien. Merci Hélène. Donc maintenant, je vous propose d'aborder le dernier sujet de ce webinaire, c'est-à-dire l'intervention de SNCF Réseau, qui nous parlera donc du partenariat entre entreprises et SCE du numérique. Donc je te passe la main, je te donne la parole, Anouk, si tu le veux bien. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Anouk Guérin et je travaille chez SNCF Réseau à la Direction Générale Île-de-France. Et donc, je suis chargée du développement des partenariats avec les chantiers d'insertion en Île-de-France et en partenariat avec Chantier École, du coup, qui nous soutient dans cette démarche. Donc, tu peux passer, Lila. Donc voilà, donc dans le cadre de la politique RSE du groupe, on soutient depuis une dizaine d'années du coup des chantiers d'insertion sur tout le domaine francilien. Historiquement, c'était plutôt des chantiers qui intervenaient sur la petite ceinture parisienne, donc dans le domaine des espaces verts. Et là, depuis quelques années, on cherche, avec l'aide de Chantier École justement, à diversifier un petit peu ces soutiens à d'autres domaines. Et donc récemment, en 2020, on a eu l'idée de faire appel à un chantier d'insertion dans le numérique pour réaliser une vidéo de présentation de notre service, donc qui est le Centre de compétences en développement durable, qui n'est pas encore très connu au sein de la DG Île-de-France parce que c'est un service assez récent. Et on s'est dit pourquoi pas faire appel à un chantier d'insertion. On n'avait pas encore fait ça dans le numérique. Donc, on a demandé à Permis de Vivre la Ville de travailler avec nous. Ils ont un chantier d'insertion qui s'appelle Tremplin numérique et ils ont réalisé une vidéo. Je crois que Lila, tu peux la diffuser. Lila, tu peux passer à la suite du coup. Ouais, super. Donc là, l'idée pour nous, c'était de fournir un support de production à Permis de Vivre la Ville qui soit suffisamment intéressant pour ses salariés et surtout pluridisciplinaire. Donc, Permis de Vivre la Ville a vraiment créé la vidéo de A à Z en apportant son expertise sur tous les aspects du projet. Donc, que ce soit du storytelling à la prise de son, à la création du motion design, vraiment tout est fait par eux. Et pourtant, les contraintes étaient assez nombreuses. C'est vrai qu'on a une charte graphique à la SNCF et une charte éditoriale qui est quand même assez lourde et assez stricte. En plus de cette contrainte-là, il y a aussi eu la crise sanitaire qui est venue s'immiscer dans cette histoire. Mais Tremplin numérique a été vraiment un chantier qui a été maintenu pendant la crise, donc contrairement au chantier Espace Vert, par exemple. Donc, on a quand même eu la vidéo comme résultat, même si le délai a été un petit peu rallongé, mais c'était tout à fait normal. En plus de ça, en interne, c'est vrai qu'au tout début du projet, on avait eu quelques réticences du fait qu'on ne confie pas cette communication à un service un peu plus conventionnel et aussi parce que les idées proposées en amont s'éloignaient des vidéos très institutionnelles qu'on avait l'habitude de voir. Voilà. Il y a aussi, je ne sais pas si c'était parce que c'était un chantier d'insertion ou si c'est comme ça pour toutes les communications, mais tout le monde avait un avis très tranché à donner, donc ça n'a pas rendu les choses faciles. Mais au final, la vidéo a été un énorme succès. Elle a reçu un très bon accueil de la part de tout le monde, même ceux qui avaient montré des réticences. Il y a aussi eu un très bon travail de vulgarisation de la part du chantier parce que la vidéo a été bien reçue de la part des sachants, mais aussi des non-sachants sur le domaine du développement durable. Donc, ça a été super. La vidéo était innovante. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en interne à la SNCF.
Et ça a surtout, pour moi, c'est le plus important, ça a permis vraiment de casser certains préjugés sur les structures d'insertion et ça a donné un nouveau souffle à notre communication. Donc un grand succès et je voulais partager ce retour d'expérience avec vous. Pour info, on a déjà des collègues qui nous ont demandé les coordonnées du chantier pour en réaliser de leur côté dès que l'opportunité viendra. Et nous, on est déjà en train de travailler sur un nouveau projet avec eux. Donc, vraiment un grand succès. Merci Anouk. Merci pour ce témoignage. Je vais revenir un peu sur les questions qui ont été posées. Il y a eu des questions qui concernaient plutôt, qui étaient un peu transversales à tous les intervenants, donc je les ai gardées pour la fin, bien entendu. Alors, il y avait un sujet, je ne sais pas si ça appelle une réponse, juste une transmission de ma part ou peut-être un débat si des gens ont des informations à donner là-dessus. C'est peut-être pas vraiment le moment, mais pourquoi pas, de Mathieu Morange de La Poste qui se demandait si certaines structures envisageaient de se positionner sur l'AMI, l'appel à la manifestation d'intérêt conseiller numérique émanant du gouvernement. Donc voilà, Mathieu était preneur d'informations à ce sujet, si certaines structures, même au-delà des intervenants, se sont positionnées, envisagent de se positionner sur cette AMI, conseiller numérique du gouvernement, conseiller numérique, pardon. Voilà. Sauf erreur, je crois que j'ai une réponse dans le fil, ou alors j'ai pas compris. Moi, j'ai compris que le pôle, qui est déjà actif sur ces sujets, puisqu'il me semble qu'ils ont le label GEN de mémoire, s'était positionné. Donc ça, j'ai bien compris ça. Et puis effectivement, ma question est peut-être un petit peu large et un peu valise, mais voilà, je me suis connecté parce que évidemment, comme tout le monde, je fouine, je réfléchis et j'essaie de voir quelle connexion on peut envisager entre une entreprise comme La Poste et puis le monde du SIAE. Donc voilà, c'était une question totalement culturelle et voir s'il pouvait y avoir s'il y avait parmi vous des gens qui regardaient ce genre de sujet. Voilà. Pour répondre à votre question, Mathieu, on a des personnes, on a des structures de notre réseau qui commencent à y réfléchir, qui ont regardé un petit peu les financements, etc. Alors après, à noter que pour les associations, ce ne sera pas le même financement. On ne sera pas, je crois que le financement est uniquement sur 18 mois et à hauteur de 38 000 euros. Donc c'est pour ça que les structures sont en train de regarder ce qui est le plus intéressant. Nous aussi, on regarde un petit peu en interne pour voir si ce n'est pas intéressant de regrouper des médiateurs numériques pour répondre aux besoins des adhérents et des personnes en parcours d'insertion. Mais de mémoire, excusez-moi, je me coupe, mais je ne sais pas de quel marché on parle. Il y en a plusieurs quand même. Je sais que le pôle avec le groupement francilien, le hub francilien et une autre structure ont gagné un truc qui s'appelle Aidant Connect. C'est pas la même chose? Ils ont gagné, oui, tu sais, dans les hubs régionaux, ils ont gagné un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt là-dessus. C'est vrai, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est un autre. Et c'est là un autre, ouais, c'est pour recruter des médiateurs numériques au sein des structures. Oui, c'est ça, mais il faut les former à un moment. Donc, je pensais que c'est la même chose. Et nous, de notre côté, on a gagné un petit bout sur Aidant Connect Pro. D'accord. Super. Il y avait aussi une question de Flora concernant les ateliers pour les entreprises, que ce soit team building ou autre, ateliers en ligne, en physique. Est-ce que les intervenants les personnes qui sont intervenues proposent des ateliers de ce genre? Donc team building, ateliers en ligne et en physique, formation sur le réemploi, zéro déchet, ASR, etc. Oui, juste pour reprendre en effet, moi ce qui m'intéressait c'est de savoir les acteurs dans cet univers. Moi j'ai créé une entreprise sociale qui s'appelle Paris Solidarité, on organise des jeux de pistes solidaires et on passe par l'Éternel Solidaire dans le 19e par exemple. Et là je monte un nouveau projet qui est pour créer des passerelles en fait entre les entreprises et principalement les grands groupes aussi. Et les associations pour faire ce lien et mieux dialoguer ensemble et mieux se comprendre. Et pour ça, on organise en fait des activités team building et des ateliers donc pour créer du lien, mais aussi pour comprendre en fait
vous parlez de achat responsable, RSE, etc. Et voilà, c'est de pouvoir proposer en fait des activités, des ateliers dans ce sens-là, pour que les salariés puissent mieux comprendre l'univers des associations et d'entreprises de l'insertion aussi, et qui puissent découvrir aussi, grâce à des ateliers ou à des formations sur ce sujet, autour tout ce qui est numérique responsable, zéro déchet. Là, on nous demande des choses sur les éco-gestes. Bon, par exemple, ça peut être comment réduire son empreinte environnementale en utilisant l'ordinateur, mais voilà, ça peut être beaucoup plus large que ça aussi. Donc, c'était pour savoir si vous travaillez déjà sur ces sujets ou s'il pourrait y avoir des synergies ou si on pourrait créer des ateliers ou des activités ensemble, en fait. D'accord. Merci en tout cas. Merci Flora pour votre intérêt. Et on a bien noté votre contact également si quelqu'un, voilà, s'il y a des relances par rapport à votre intérêt, votre proposition. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Je vous encourage bien entendu, comme je le dis à chaque fin de webinaire de ce cycle, de vous inscrire au webinaire suivant. Donc, si les thématiques vous intéressent, bien entendu. Le prochain aura lieu sur la filière inclusive de l'agriculture alimentation. Je reprends la date, mais je pense bien que c'est le 26 mai. Donc voilà, donc il y a encore un peu de temps, mais nous vous enverrons bien entendu. Nous communiquerons sur ce webinaire. Comme je l'ai mis aussi dans le chat, nous allons mettre à la fois le replay de la vidéo, les liens utiles, notamment de certains documents dont on a parlé, des vidéos, etc. Et aussi les contacts utiles, les contacts des intervenants. Voilà, si vous souhaitez leur poser des questions, entrez en contact avec eux. Et voilà, nous vous enverrons ça dans les prochaines semaines. Encore merci à tous et bonne journée, bon après-midi. Merci à tous. Merci. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir.